Première question qui n'intéresse pas les gens à distance, faisons-nous un pot enfin, prenons-nous quelque chose maintenant, où je dis les étudiants délibéreront à la fin de l'heure. Deuxième chose, Aristote, ça va être mort, je pense que je n'arriverai pas à l'aborder. J'avais prévu de prolonger mon cours écrit jusqu'à Aristote, j'ai même un cours qui va jusqu'aux philosophies hellénistiques, mais il faut-il encore le temps que ce soit propre? Il y a déjà une partie du cours à la fin qui est sur Aristote, mais c'est un peu échevelé, hein. Voilà, donc j'ai essayé aujourd'hui d'arranger les choses, mais je manquais un peu de temps entre consulter le texte grec, reprendre les traductions, etc. J'ai manqué de temps. Voilà. Troisième chose, une question qui m'a été posée par des gens qui m'ont envoyé des messages sur l'espace numérique de travail, qui s'inquiètent des textes qui seraient supposés avoir été lus attentivement pour l'examen. C'est-à-dire que les gens disent ça demande beaucoup de travail. Donc la question est de savoir, il me semble que tous ces textes que j'ai mis en liste, il y en a six, ce sont des textes que nous avons vus ensemble en cours. Il y a le texte de Antiphon le sophiste, le texte de Thrasymachie, le texte de Caïclès, le texte de la prosopopée des lois, enfin avant la prosopopée des lois, enfin le passage de Socrate. Ça fait donc quatre déjà, non? Et qu'est-ce qu'il y a? Il y en a deux autres, non? Ou un autre? On avait aussi analysé un fragment d'Héraclite d'Éphèse, mais je n'ai pas mis dans la liste pour alléger. Alors, ressources pédagogiques. Agorassas accueil. Oui, il y a le texte de Kant sur qu'est-ce que le droit, mais ça fait cinq lignes. Antiphon de la vérité, ça fait sept lignes. Le discours de Thrasymachie est plus long. Enfin, c'est quand même un morceau d'anthologie. Le discours de Caliclès est assez court parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout la première partie. Si vous voulez, l'opposition entre la loi et la nature, d'où il déduit une opposition entre une prétendue loi naturelle du plus fort euh, et la loi de la cité. La brochure, le texte de Criton, où Socrate défend l'obéissance à la loi en toutes circonstances. Et enfin, la définition de la justice que nous avons vue la dernière fois dans la République, que nous avons vu la dernière fois ou la fois d'avant, je ne me souviens pas, la définition de la République, la définition que le texte de la République donne de la justice, le fait que chacun va qu'à ses propres occupations et ne s'immisce pas dans les tâches des autres. Je ne me souviens plus si on a vu le texte littéralement ou pas. Oui, on l'a vu ensemble littéralement. Oui, oui. Donc voilà. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si les gens vont résister à un tel choc ou pas. Moi, il me semblait que dans la mesure où on les avait analysés en cours, je ne demande pas un travail supplémentaire par rapport au cours, et il me semble qu'il est un peu dommage que des étudiants en philosophie du droit ne lisent pas un minimum de textes philosophiques. Donc, y a-t-il des opinions dans cet amphithéâtre? C'est uniquement des choses qu'on a vues ensemble. Donc, il me semble que si les gens récupèrent les enregistrements, comme ils sont obligés de le faire, ça fait partie des enregistrements, puisque c'est les enregistrements qui font loi à l'examen et que je me fie sur les enregistrements pour donner mes questions de QCM.
Non, alors je ne vais pas poser une question du genre, euh, je ne vais pas poser des questions hyper précises en fait. Je ne vais pas poser des questions très très précises, juste des points essentiels sur ces textes. Pas des points qui supposeraient, par exemple, si je prends la tirade de Trasimac dans La République, c'est long quand même. Donc je ne vais pas prendre des choses dans par exemple, toute la discussion entre Socrate et Trasimac sur la question de savoir qu'est-ce qui caractérise un art d'une façon générale, je ne vais pas poser des questions en détail dessus. Hein. Les explications que j'ai produites au cours oral doivent suffire. Bon, je pense qu'on en reste là-dessus, à moins que d'ici là, j'ai à nouveau des objections qui me parviennent sur mon adresse mail, auquel cas je vous en reparlerai jeudi. Il me semble que nous avions achevé la dernière fois notre cours en parlant des raisons pour lesquelles euh, le pouvoir politique et la philosophie devaient coïncider et qu'il nous restait à examiner un petit 2 dans mon cours apparemment. Comment le pouvoir politique et la philosophie peuvent-ils coïncider? C'est bien ça? Vous n'avez pas l'air convaincu. C'est pas ça? C'est ça. Bon. Madame. Ah putain, dégage. C'est pas possible ça. Ah, voilà. Et vas-y. Voilà, on en est là. Chapitre 3, Platon. Philosophie du droit de Platon. Ontologie juridique platonicienne. Et ici, on en est dans un grand B consacré aux conditions d'une effectivité de la justice. La première question que nous avions à traiter, c'est la raison pour laquelle, d'après Platon, le pouvoir politique et la philosophie devaient-ils coïncider, doivent coïncider, pardon. Et la deuxième question, c'est de savoir comment le pouvoir politique et la philosophie peuvent-ils coïncider. Alors d'abord, ce qu'il faut bien comprendre dans ce petit 2, c'est que ce sur quoi Platon insiste à plusieurs reprises dans la République, c'est sur la difficulté d'accomplissement de cette condition de coïncidence entre le pouvoir politique et la philosophie. C'est une condition qui n'est certes pas impossible, mais elle est difficile à réaliser. Elle n'est pas impossible, étant rappelé que même si elle avait été impossible, ça ne condamnerait pas l'œuvre que Platon a entreprise, puisque vous vous souvenez que Socrate explique dans le livre 6 de la République, je crois, dans un passage que j'ai évoqué avec vous la dernière fois, que ce n'est pas parce que on fait une belle chose, on édifie une belle chose comme une cité dans un dialogue, que le fait qu'il n'y ait rien qui y corresponde dans la réalité condamne le modèle. Néanmoins, Socrate, donc Platon, dit, je vais quand même préciser à quelles conditions ce modèle peut devenir réalité empirique. Et donc, il faut que les philosophes parviennent au pouvoir. Maintenant, pour que les philosophes arrivent au pouvoir, ça ne va pas être facile, donc la condition est difficile à réaliser sans être impossible. En fait, il y a deux possibilités pour que le pouvoir politique coïncide avec la philosophie. Soit les philosophes accèdent au pouvoir, soit les dirigeants se convertissent à la philosophie. Il faut donc envisager ces deux hypothèses. Première hypothèse,
accession au pouvoir des philosophes. Première hypothèse, accession au pouvoir des philosophes. Donc, vous vous souvenez de l'allégorie de la caverne où Platon expliquait, après avoir présenté cette allégorie, que les philosophes, une fois qu'ils ont eu connaissance des formes intelligibles et du bien, représentées par analogie par le soleil, devaient redescendre dans la caverne pour éclairer leurs semblables. Même s'ils n'y ont pas, ils n'en ont pas envie, ils préfèrent rester dehors, mais il faut qu'ils reviennent dans la caverne. Voilà. Hein. En d'autres termes, on ne doit pas se porter au pouvoir par soif de puissance, mais parce que c'est un devoir. Ce que l'allégorie de la caverne montre, c'est que les philosophes ont pour mission de parvenir au pouvoir, mais ce n'est pas leur préférence personnelle. Contrairement à ceux qui ont le pouvoir dans les régimes historiques, ça vaut en Grèce, mais ça vaut également aujourd'hui, euh, ceux qui ont le pouvoir, ce sont des gens qui sont assoiffés de pouvoir, qui veulent de la puissance. Et en fait, les philosophes n'ont pas du tout envie de prendre le pouvoir. Simplement, c'est leur devoir, en fait. Voilà. Mais même si c'est un devoir, encore faut-il qu'on puisse l'accomplir. Bon, le problème, c'est que les cités historiques sont un peu, pour reprendre une comparaison de Platon au livre 7, les cités historiques sont un peu comme un navire ivre, en fait. C'est-à-dire un bateau ivre. C'est-à-dire que vous avez un capitaine qui ne dirige rien du tout, des marins qui ont pris le contrôle du bateau et qui passent leur temps à festoyer au lieu de poursuivre la route que le navire doit poursuivre. Donc, dans ces conditions-là, c'est très, très difficile de se faire entendre. Et c'est tellement difficile pour le philosophe de se faire entendre que Socrate, donc Platon, va finir par déclarer dans l'avant-dernier livre de la République, le livre 9, que le philosophe ne s'occupera, je vais trop vite ou c'est bon, ça va? Que le philosophe ne s'occupera que de sa cité spirituelle intérieure. Toutes les références sont dans le cours écrit. Hein. Donc, je ne vous donne pas à chaque fois les numéros des passages de la République. Que le philosophe ne s'occupera que de sa cité spirituelle intérieure et ne consentira pas à exercer des fonctions politiques dans sa patrie et ne consentira pas à exercer des fonctions politiques dans sa patrie, à moins qu'un hasard divin, alors hasard, ça se dit en grec, ça se dit tuké, ça veut dire fortune, hasard, à moins qu'un hasard divin ne lui en fournisse l'occasion. Enfin, il faut une aide divine, en fait, pour que le philosophe soit en mesure de s'emparer du pouvoir. Et donc, sans le secours de cette aide divine, il est plutôt recommandé au philosophe de cultiver, de se réfugier dans sa cité intérieure. Parce que la cité idéale, souligne Socrate, donc Platon, n'existe pour le moment que dans nos discours. C'est celle dont Socrate a dressé le tableau, mais elle n'existe pas empiriquement.
Et pour qu'elle advienne empiriquement, il faut un hasard divin, un hasard hautement improbable. Et donc là, c'est un peu important. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que là, il y a une préfiguration d'autres courants philosophiques. C'est-à-dire que dans ces passages où Socrate recommande aux sages de s'occuper de sa cité intérieure, je vous rappelle que la justice est identique dans l'individu et dans la cité, selon le motif psychopolitique de la République. Donc, il faut être juste, il faut que la cité soit juste, mais il faut aussi que l'individu soit juste. Et en fait, dans ces passages, qui se situent vers la fin de la République, Socrate a l'air de suggérer que ce qui est primordial, c'est la justice intérieure, la cité intérieure, ce qu'il appelle la cité intérieure, et ce qui est important, c'est d'être juste soi-même, en fait. Et Socrate, bon, Platon plutôt, souligne l'importance de la méditation intérieure. Il présente un peu la réflexion du philosophe, il la présente même totalement, la réflexion du philosophe comme euh, le fait de conserver le silence pendant les malheurs, de ne pas se révolter contre l'adversité, de ne pas se révolter contre l'adversité et réfléchir en raison. Conserver le silence dans le malheur, réfléchir en raison, ne pas se révolter inutilement, vainement contre l'adversité. Car, dit-il, aucune des choses humaines ne mérite qu'on y attache beaucoup d'importance. Aucune des choses humaines ne mérite qu'on y attache beaucoup d'importance. C'est ce qu'il dit dans le livre 10, maintenant, de la République, le dernier livre. Et dans un autre dialogue qui est très connu, Phédon, dont je vous ai déjà parlé, Platon donne une définition de la philosophie qui sera reprise euh, par d'autres auteurs. Ceux qui philosophent correctement s'exercent à mourir. Ceux qui philosophent correctement s'exercent à mourir. Ceux qui philosophent correctement s'exercent à mourir. C'est ce que Montaigne transcrira en disant philosopher, c'est s'exercer à mourir. Donc il ne s'agit pas en fait de transformer le monde empirique, il s'agit euh, de s'exercer pour, quitter ce monde l'âme sereine. Alors, philosopher, c'est s'exercer à mourir. C'est un thème que reprendront les philosophes stoïciens, notamment Épictète, qui utilise la même expression. Et c'est un thème que reprendra Montaigne, parce que Montaigne a eu plusieurs phases dans son existence. Il a été stoïcien, puis sceptique, et enfin épicurien. Donc, lorsqu'il était sous l'influence du stoïcisme, dans sa première période, il a écrit philosopher, c'est s'exercer à mourir. Donc, en fait, on est là euh, dans un aspect de la pensée de Platon réduit la philosophie qui semble réduire la philosophie à une ascèse intérieure, ascèse, ça veut dire l'exercice hein, en grec, à une ascèse intérieure. Et à ce titre, ces passages de Platon dans la République et dans le Phédon, ces passages préfigurent le stoïcisme. Le fait de ne pas se révolter contre les événements parce que c'est inutile, le fait de s'exercer à mourir, le fait que la philosophie soit un exercice et un exercice euh, en vue de la mort, ça, ce sont des thèmes fréquents chez les stoïciens.
Donc, certains interprètes de Platon se sont fondés sur les passages de la République où Socrate insiste sur l'importance de la cité intérieure pour dire qu'en fait, la fameuse cité de Platon, dont Platon dresse les traits dans des livres 2 à 4 de la République, la fameuse cité juste de Platon, cette cité idéale, ne serait, je dis bien, ne serait qu'une métaphore de la cité intérieure du sage. En d'autres termes, le but véritable de Platon dans la République, ce serait euh, la paix intérieure, la sagesse intérieure, et la cité idéale ne serait que le moyen d'y parvenir. Alors, il y a un certain nombre d'interprètes ou de philosophes qui se réfèrent à la République, qui insistent donc pour dire qu'en fait, ce qui compte, c'est la cité intérieure du sage, et la cité idéale n'est là que comme une espèce de métaphore. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui récusent le motif psychopolitique quelque part. Ce motif psychopolitique selon lequel la justice dans la cité et la justice dans l'individu sont dans un strict rapport d'analogie, ces interprètes-là le récusent pour soutenir que finalement, ce qui compte, c'est la justice dans l'individu. Et que la justice dans la cité n'est qu'une métaphore, un moyen, une métaphore ou un moyen d'y parvenir. Il y a un certain nombre d'auteurs qui sont en ce sens-là. Par exemple, il y a Julia Annas, qui est une célèbre spécialiste de Platon américaine, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Introduction à la République de Platon. Elle a écrit en anglais, mais il est traduit en français par Jacques Brunswick. Il y a également Hannah Arendt. Je cite un passage dans le cours écrit, je ne vais pas le reproduire, mais elle dit quand même, elle dit que Platon a manifestement écrit la République pour justifier l'idée que les philosophes devraient devenir rois, non pas parce qu'ils apprécieraient la politique, ça c'est vrai, c'est pas parce qu'ils apprécieraient la politique, mais parce que cela signifierait tout d'abord qu'ils ne sont pas gouvernés par des gens encore plus mauvais qu'eux. Et ensuite, parce que cela entraînerait pour la communauté politique, si les philosophes devenaient rois, cela entraînerait pour la communauté politique cette entière tranquillité, ataraxia en grec, hein, l'absence de trouble, cette entière tranquillité, cette paix absolue euh, qui constitue sans aucun doute la condition la plus favorable de la vie du philosophe. Cette entière tranquillité, cette paix absolue qui constitue sans aucun doute la condition la plus favorable de la vie du philosophe. En d'autres termes, cette histoire de cité idéale, ce serait simplement ordonnée à une autre fin supérieure qui serait la tranquillité d'esprit, l'absence de trouble, l'ataraxia du philosophe. Et finalement, le but primordial de la République, ce serait les moyens de parvenir à cette tranquillité absolue pour le philosophe. Donc ce sont des auteurs qui tirent la République vers la sagesse individuelle et qui font de la République une sorte de préfiguration du stoïcisme, hein, en tout cas de l'ancien stoïcisme et du stoïcisme impérial. Ils font une préfiguration de la République, préfigurerait Marc Aurèle, Épictète notamment. Hein. Mais il ne faut peut-être pas exagérer ces passages de la République, il ne faut peut-être pas exagérer ces passages de la République sur la cité intérieure du sage. Parce que ces passages, sans rentrer dans le détail, interviennent dans un certain contexte de la République qui est un long dialogue
Par exemple, le passage dans lequel Socrate recommande de s'occuper de sa cité intérieure, il intervient au terme d'un développement dans lequel Socrate insiste sur le malheur du tyran. Le régime de la tyrannie est pour Platon le régime le plus dégénéré. Et donc, Socrate insiste sur le fait que dans la tyrannie, non seulement les sujets sont malheureux, mais le tyran lui-même. Et donc, c'est à la suite de ce passage où il décrit la misère du tyran qu'il insiste sur le fait que la sagesse consiste à s'occuper de sa cité intérieure. Donc, le passage doit être mis dans un certain contexte. Et d'autre part, il y a tout de même ce passage très connu que je vous ai déjà cité du livre 2 et qu'on a pris ensemble, où Platon insiste sur le fait que la justice dans l'individu et la justice dans la cité, c'est la même problématique, c'est la même chose. C'est le fameux motif psychopolitique. Donc, vouloir faire de la République de Platon une quête de la sagesse intérieure, ça semble quand même tirer Platon dans un sens qui n'est probablement pas celui de Platon, parce que je vous rappelle la fameuse formule d'Auguste Diès, célèbre traducteur de Platon. Platon n'est venu à la philosophie que par et pour la politique. Ou la phrase d'Alexandre Koyré, philosophe d'origine russe, mais qui est écrit essentiellement français, philosophe connu, le problème philosophique et le problème politique ne font qu'un chez Platon. Le problème philosophique et le problème politique ne font qu'un chez Platon. Et d'ailleurs, il suffit de contempler l'œuvre de Platon pour s'en convaincre. Parce que deux des dialogues politiques les plus importants de Platon, la République d'une part et les lois d'autre part, d'ailleurs inachevées, la République et les lois totalisent à eux seuls autant de pages que 11 des grands dialogues de Platon. Si vous prenez 11 des grands dialogues classiques de Platon, Gorgias, Phédon, Phèdre, etc., et vous additionnez le nombre de pages, c'est un nombre de pages inférieur au total à celui que comporte l'addition des pages de la République et des pages des lois. Donc, il a quand même beaucoup écrit sur la politique. C'est donc que c'était probablement sa préoccupation primordiale. Alors, c'est vrai que l'avènement de la cité idéale relève d'un hasard divin, parce que d'abord, les philosophes sont peu nombreux dans la cité, et ça vaut au IVe siècle avant Jésus-Christ, mais ça vaut ici, ça vaut aujourd'hui aussi, c'est pareil. Hein. Les gens sages, les philosophes, les amoureux de la sagesse, sont ultra minoritaires. Et deuxièmement, non seulement ils sont rares, mais pour faire entendre raison à la foule, c'est mission quasi impossible. Parce que si vous tenez le langage de la vérité à la foule, vous êtes mal reçu. Comme le dit un passage du Gorgias que vous trouverez dans la brochure sur Socrate, comme le dit un passage du Gorgias, je ne me souviens plus quel document c'est dans la brochure sur Socrate, je dis bien sur Socrate, mais Socrate explique à Calliclès que lui, il tient à ses concitoyens le langage du médecin, mais que les autres tiennent à leurs concitoyens le langage des cuisiniers. C'est-à-dire que le médecin, il se préoccupe de ce qui est bon pour la santé. Le cuisinier, il se préoccupe uniquement de ce qui est agréable au palais du convive. Donc, si vous tenez le langage de la vérité aux citoyens au lieu de tenir le langage du cuisinier, vous rentrez dans des difficultés parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils ne sont même pas capables de la connaître. Comment voulez-vous qu'ils l'apprécient?
La vérité, c'est quelque chose de désagréable, hein. Toute vérité n'est pas bonne à dire, comme on dit, hein. Donc, la vérité, c'est quelque chose de désagréable. Comment voulez-vous faire entendre raison à des abrutis? Grosso modo, c'est ça. Qui va entendre raison? Tandis que les démagogues, ceux qui flattent le public, hein, bon, je ne citerai personne, évidemment, ceux-là, ils séduisent. Et si vous dites la vérité, vous courez le risque d'un procès et de vous faire condamner à mort, comme c'est arrivé à Socrate. Voilà pour le petit A, accession au pouvoir des philosophes. Petit b, deuxième moyen pour le pouvoir politique et la philosophie de coïncider. Petit b, conversion des gouvernants à la philosophie. Conversion des gouvernants à la philosophie. Alors, c'est peut-être une voie qui est, du point de vue de Platon, euh, j'ai oublié de dire tout à l'heure dans le petit A, la meilleure preuve aussi que euh, la politique est quand même au centre des préoccupations de Platon, ce sont ces trois voyages périlleux en Sicile tout de même, hein. Il est allé 3 fois en Sicile pour essayer de convaincre un tyran euh, d'adhérer à ses idées politiques. Il ne l'aurait pas fait si sa préoccupation principale, c'était la sérénité intérieure. Et je vous rappelle la phrase qu'il a écrite à ce sujet dans la 7e lettre. Vous savez qu'on a des lettres de Platon en plus des dialogues. La 7e lettre, il écrivait euh, que s'il avait renoncé à son second voyage en Sicile, il y en a eu 3, s'il avait renoncé à son second voyage en Sicile, euh, il, il avait craint de passer à ses propres yeux seulement pour un beau parleur. De passer à ses propres yeux seulement pour un beau parleur, jamais capable d'entreprendre une quelconque action. Jamais capable d'entreprendre une quelconque action. Donc, aussi bien l'ampleur des dialogues politiques de Platon que sa propre biographie ne plaident pas en faveur du fait que la République idéale de Platon ne serait qu'une métaphore de la cité intérieure du sage. Donc je reviens à ce petit b maintenant après avoir réparé cet oubli. Conversion des gouvernants à la philosophie, eh ben, c'est une voie plus propice. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire la jonction, puisque Platon s'est rendu à 3 reprises en Sicile pour persuader euh, Denis Ier l'Ancien, puis Denis II le Jeune, de convertir sa cité, de réformer sa cité pour qu'elle approche le modèle de la cité idéale. Mais ça n'a pas marché, comme vous le savez. Mais quelque part, ça veut dire que pour Platon, parce qu'il est allé en Sicile, pourquoi? Il n'a pas voulu réformer la cité athénienne. Il a considéré que les conditions politiques à Athènes n'étaient pas remplies. Ça n'était pas possible. Et donc, il s'est rendu en Sicile chez des tyrans. C'est-à-dire que dans l'idée de Platon, euh, c'est plus facile dans une tyrannie de se tourner vers la cité idéale, parce que le tyran ne demande l'avis à personne. Il décide tout seul. Donc, ça va être plus facile d'imposer aux citoyens ce qui est leur bien. Parce qu'en démocratie, comme à Athènes, il faut demander l'avis à tout le monde. Alors, on n'en sort pas. Vous allez leur dire qu'il faut payer l'essence plus cher si vous voulez soutenir l'Ukraine, ou qu'il faut mettre je ne sais pas combien de milliards sur la table pour aider le régime ukrainien. Ils vont vous dire, mais moi, mon gasoil coûte plus cher et les impôts sont plus lourds. Comment voulez-vous faire entendre raison aux gens? Donc, dans une tyrannie, on ne demande pas l'avis aux gens. Donc, pour Platon, c'est plus simple. Mais ce n'est pas tellement évident puisqu'il a échoué quand même. Il a échoué. Euh, Mais ça ne veut pas dire que Platon considère que la tyrannie est un bon régime, hein. Au contraire, Platon considère que la tyrannie est le plus dégénéré des régimes. Dans la République, livre 8 et 9, République, livre 8 et 9,
après avoir tracé les traits de la cité idéale et avoir justifié qu'une cité idéale ne peut devenir effective que si des philosophes sont au pouvoir, soit qu'ils y parviennent, soit que les dirigeants se convertissent à la philosophie. Dans les livres 8 et 9 de la République, Platon passe en revue les régimes politiques dégénérés. Les régimes politiques dégénérés, ce sont tous ceux qui ne sont pas la cité idéale. Alors, il en fait une catégorisation, dans le détail de laquelle je ne vais pas rentrer, ce n'est pas la peine. Il distingue la timocratie, ce n'est pas la peine de prendre en note. Il distingue la timocratie, l'oligarchie, la démocratie et la tyrannie. Parce que la démocratie, à ses yeux, débouche sur la tyrannie. Parce que dans la démocratie, il y a un excès de licence, tout le monde fait ce qu'il veut, et au bout d'un moment, les gens en ont marre, et ils se réfugient dans les bras d'un tyran. Voilà pourquoi la démocratie est problématique, c'est que c'est un régime dégénéré en lui-même, parce que la liberté débouche sur la licence, on ne peut plus rien dire aux gens, ils font n'importe quoi, et en conséquence, finalement, les gens veulent de l'ordre, et c'est un tyran qui va s'emparer du pouvoir. Donc la tyrannie, c'est le pire des régimes pour Platon. C'est vraiment le régime le plus dégénéré. Mais paradoxalement, bien que ce soit le régime le plus dégénéré, c'est celui qui est le plus propice pour passer le cap et parvenir à une cité idéale, puisque le tyran a tous les pouvoirs. Donc, c'est paradoxalement le régime qui est le plus propice à l'avènement d'une cité idéale, mais c'est un régime dégénéré et c'est même le pire des régimes. Voilà pour le paragraphe 1 qui était consacré. Je vais trop vite ou c'est bon, non? Ça va? Quelqu'un veut-il que je répète quelque chose? Passons maintenant aux sources platoniciennes du droit, aux sources du droit selon Platon, pardon. Après l'ontologie juridique platonicienne, parlons des sources du droit selon Platon. Je vous rappelle que la philosophie du droit a un objet fondamental qui est l'ontologie juridique, savoir ce que c'est que le droit, d'accord? Mais il y a des problèmes qui sont liés à cette ontologie juridique, le problème des sources du droit et le problème des valeurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'axiologie juridique. Je n'ai pas besoin d'examiner l'axiologie juridique platonicienne, parce elle résulte de sa conception du droit. Sa conception du droit, c'est la justice telle qu'il l'a définie dans la République. Donc le droit, pour lui, c'est la justice. Hein. Il n'y a pas chez Platon une différence entre le droit et la justice, c'est la même chose. Hein. Donc comme la justice est une valeur, je n'ai pas besoin de parler de l'axiologie juridique platonicienne. En parlant de l'ontologie juridique platonicienne, j'ai réglé le problème de la valeur. Hein. Il n'y a pas de distinction chez Platon, il n'y a pas de problématique distincte entre le droit et la justice. Le vrai droit, c'est la justice. En revanche, on peut parler des sources du droit chez Platon, parce qu'on va voir que là, il y a eu une évolution de la pensée platonicienne, d'une part, et que d'autre part, la République n'a pas tout dit dessus. Les trois dialogues proprement politiques du Platon, ce sont la République et les lois dont j'ai déjà parlé, dont le nombre de pages total est supérieur au nombre de pages de 11 grands dialogues classiques de Platon, je vous l'ai dit. Mais il y a un autre dialogue auquel j'ai déjà fait allusion, qui est très important pour la philosophie politique de Platon et pour la pensée juridique en général, c'est le dialogue qui s'intitule le politique. Et en fait, la question des sources du droit chez Platon, on la trouve essentiellement traitée dans le politique d'une part et dans les lois de l'autre.
Et ce qui résulte de ces deux dialogues, c'est que la source suprême du droit pour Platon est l'art politique. On peut dire de Platon que c'est l'inventeur de la science politique. On y reviendra. Bien avant qu'il y ait eu la rue Saint-Guillaume, il y avait une science politique, c'était Platon qui l'a représentée. Il l'a représentée sans doute mieux d'ailleurs. Donc, euh, la source suprême du droit pour Platon, c'est l'art politique, ce qu'on verra dans un grand A. Et dans un grand B, on parlera paradoxalement de la loi comme source nécessaire du droit. C'est-à-dire que si l'art politique est la source suprême du droit, la loi est une source nécessaire de droit. C'est un nouveau paradoxe platonicien. En fait, il met comme source par excellence suprême de droit l'art politique, un art politique qui n'est pas soumis à la loi, on va le voir, mais paradoxalement, il en vient à reconnaître, dans son dernier dialogue, les lois, que la loi est une source inévitable, nécessaire de droit. Et vous me direz, il y a un troisième acteur dans cette affaire, c'est le juge. Qu'est-ce qu'il devient? Alors le juge, il est gardien de la loi. Donc grand A, l'art politique, source suprême de droit. Grand B, la loi, source nécessaire de droit. Grand C, le juge, gardien de la loi. Et voilà les trois rubriques que je souhaite traiter pour en avoir fini avec Platon. Bien sûr, ceux qui ont des TD, oui, ils partent, oui, ils ont raison. Donc, voyons tout d'abord le grand A, l'art politique, source suprême du droit. Source suprême de droit, pardon. L'art politique, source suprême de droit. Comme je suis nul dans les plans, je suis mon plan en même temps. L'art politique, source suprême de droit. Et donc, il nous faut définir ce que c'est que l'art politique, d'une part, et ensuite montrer en quoi l'art politique est supérieur à la loi, selon Platon. Donc, petit 1, petit 2. Petit 1, définition de l'art politique. Alors, en fait, dans un dialogue qui s'appelle Le Sophiste, dialogue de Platon que j'ai déjà évoqué, Le Sophiste, Platon avait annoncé euh, une recherche portant sur trois genres différents de personnages. Une recherche portant sur trois genres différents de personnages, le sophiste, le politique, le philosophe. Alors, dans le sophiste et le politique, il faut savoir que le personnage qui parle principalement n'est pas Socrate, mais un personnage qui s'appelle l'étranger d'Élée. C'est lui qui mène la discussion. L'étranger d'Élée. Élée, c'est une ville, une colonie grecque. Une colonie grecque qui se situe dans le sud de l'Italie actuelle. Donc, Platon annonce dans le Sophiste qu'on va dresser le portrait et chercher à définir trois personnages différents, le sophiste, le politique et le philosophe. Mais finalement, on n'a pas dans l'œuvre de Platon un dialogue qui s'intitule le philosophe. On a uniquement un dialogue qui s'intitule le sophiste et un dialogue qui s'intitule le politique. Alors, vous me direz pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas eu le temps ou... Alors, on n'est pas dans la cervelle de Platon, on ne sait pas pourquoi il a fait comme ça,
Mais on peut conjecturer qu'il n'était pas nécessaire de consacrer un dialogue au philosophe pour le définir, parce que la définition du philosophe, elle est déjà traitée en long, en large et en travers dans la République. Donc ce n'est pas la peine de reprendre cela dans un dialogue distinct. Vous me direz, on parle également des sophistes dans la République, et dans bien d'autres dialogues de Platon, mais Platon voulait en faire un dialogue consacré aux sophistes, un dialogue entier. Bon, il l'a fait. Mais le philosophe, ça n'était pas nécessaire. Mais alors le politique, à quoi sert-il ce dialogue sur le politique? C'est-à-dire qu'on a beau avoir dans la République dressé le portrait du philosophe, il faut encore savoir en quoi consiste son art de gouverner. C'est-à-dire que la République a établi que dans la cité idéale, le philosophe doit devenir roi. Mais comment va-t-il exercer sa technique, son art de gouverner? En quoi consiste son art de gouverner? Voilà la question à laquelle le politique répond. Et donc on peut considérer que d'une part, Platon a bien rempli le programme qu'il s'était assigné, même s'il n'a pas consacré un dialogue aux philosophes, et que d'autre part, le politique est un dialogue de la première importance. Le politique est un dialogue de la première importance parce que, comme je le disais tout à l'heure, et comme j'avais déjà dit antérieurement une fois d'ailleurs, euh, c'est le premier ouvrage philosophique qui entreprend une définition de l'art politique ou de la science politique. Il faut savoir que Platon désigne cet art tantôt comme un art politique, tantôt comme une science politique, voire comme une science économique, tantôt comme un art royal. Donc il utilise différentes formules. Hein. Retenez donc que parfois science royale aussi, donc peu importe, tantôt il dit royal, tantôt il dit politique ou économique, tantôt il dit art, tantôt il dit science, mais c'est toujours la même discipline dont il s'agit. Hein. Donc art ou science politique, art au sens de techné, hein, bien sûr, c'est pareil pour lui. Et donc, euh, le dialogue est très important parce qu'il donne une définition de ce qui, selon Platon, constitue l'art politique. Et cet art politique, dit Platon, alors pour le définir, Platon recourt à un paradigme, à un modèle. Paradigme, ça veut dire modèle. Vous aimez bien mettre paradigmatique dans vos copies, donc il faut savoir à quoi ça correspond. Il recourt à un modèle, à un paradigme. Paradigme en grec, ça veut dire modèle. Il recourt à un paradigme qui est le paradigme du tissage, dont vous avez peut-être entendu parler. On vient de parler du paradigme du tissage dans le politique. Moi, je dois dire que ce paradigme, ce n'est pas trop ma tasse de thé. Hein, mais enfin, le paradigme du tissage, ça consiste à dire que le politique fait comme quelqu'un qui tisse, c'est-à-dire qu'il tisse. Vous savez, dans un tissage, il y a d'une part la trame et d'autre part la chaîne. Moi, je n'ai jamais rien tissé de ma vie, mais c'est comme ça. Il y a deux parties, la trame et la chaîne. Il faut entrelacer la trame et la chaîne pour en faire un morceau de tissu unique. Vous avez la trame et la chaîne qui sont distinctes, vous en formez un tissu unique en tissant. Donc, le politique, c'est pareil, dit Platon. En fait, ce qu'il doit faire dans la cité, c'est ramener à l'unité des âmes et des caractères différents. Et alors, ça, c'est pour le paradigme du tissage qui est destiné à mieux expliquer ce que c'est l'art politique. Maintenant, ce qui caractérise l'art politique, et ça c'est important, mais je ne le développerai pas entièrement aujourd'hui, c'est que Platon dit que ce qui caractérise euh,
les sciences de l'action, comme l'est l'art politique, c'est qu'elles se réfèrent à une juste mesure. Le critère des sciences de l'action, la directive qu'elles suivent pour agir, c'est la juste mesure, métrion en grec. Mais cela, je pense qu'on va le développer jeudi prochain. Parce que là, vous n'allez pas suivre. Voilà. Donc, on fait quoi? Mais je dis attention, moi, à 8h30, je mets les bouts, hein. Comment? Si on fait une pause et si on reprend 15 minutes ou 20 minutes après, c'est moyen, quoi. Personne ne sera concentré, en fait. Ah, vous voulez diminuer la pause? Oui, oui, bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Mais en général, quand on fait que 5 minutes de pause entre deux cours, les gens ne suivent plus, en fait. Ils ne sont pas reposés. Bon, on verra jeudi. Bonjour. Comment? Non, non, c'est fini pour aujourd'hui. Il y a quelqu'un après moi, non? Bon, je vais juste mettre l'enregistrement en ligne sur Agorasas et puis je libère la.